Bonsoir Samuel, Bonsoir Nathalie. comment allez-vous? Ça va très bien, l'exercice est singulier, mais je suis plutôt curieux de voir où il va nous conduire. Alors, Plutôt curieux et impatient. oui, moi aussi, j'ai envie qu'on discute ensemble de ce merveilleux récit qui s'appelle L'enfant thérapeute, qui est sorti aux éditions Plon le 12 janvier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais rappeler à nos amis lecteurs qui nous regardent et nous écoutent, qui peuvent vous poser des questions par l'intermédiaire de l'onglet Converser ou directement en commentaire sur Facebook, et Frédéric se fera un plaisir de venir vous les poser. Alors, je vais montrer à l'écran, sauf si vous l'avez à côté, je vais quand même partager la couverture de votre récit. L'enfant thérapeute, le voilà. Moi, je ne vous connaissais pas, je ne savais pas du tout ce que j'allais lire. J'ai pris une immense claque. J'ai trouvé une voix fabuleuse. Alors, on ne va pas faire peur à nos amis lecteurs parce que je vais vous faire, avant qu'on rentre vraiment dans le sujet, c'est lumineux. Voilà, je voudrais dire que c'est lumineux. Et maintenant, Samuel, je vais vous faire travailler ce que je voudrais que vous résumiez en 1 minute ou un peu moins, sans trop dévoiler, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce récit. Une grosse part de vous, mais j'aimerais bien que ce soit vous qui le disiez. Ah, avec plaisir. C'est un récit, comme vous l'avez signalé, en 3 parties, dans lequel j'explore la relation avec ma mère en prenant pour point de départ un Noël que j'avais passé avec elle dans le Jura et qui avait été absolument infernal, où ma sœur était présente et d'autres personnes, et où ma mémoire avait été invitée à me replonger dans toutes les blessures d'adolescent qui avaient marqué ma relation avec ma mère, un grand isolement, des violences, un silence, énormément de mensonges, la pathologie mentale aussi de ma sœur. Et puis, la présentation, plus tard, bien plus tard, des années après ce Noël, des retrouvailles avec ma mère et d'un moment où elle a pu me parler de sa propre enfance et de la découverte de notes et bien sûr des entretiens avec elle, que j'ai essayé de formaliser sous l'apparence d'un journal et où je raconte ces blessures de petite fille qui ont éclairé quelque part ces douleurs d'adolescent dont je vous parlais et qui figurent dans cette première partie. Voilà un petit peu comment je pourrais résumer. Peut-être suis-je trop concis. Non, J'ai c'est peur de parfait. spoiler, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Mais Non, 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 c'est parfait. Alors, c'est votre deuxième roman, puisque le premier date de 2012. Entre-temps, vous avez écrit je ne sais pas si on peut dire des guides pratiques, des Ok, essais, plutôt voilà, des des essais. essais. Là, il y a eu un laps de temps, c'est un récit très intime, mais il y a une particularité dans ce récit, donc il y a 3 parties. La partie du milieu, il y a quand même un aspect romanesque, et ça, je tiens à le dire, et c'est une performance, parce que je crois que c'est pas facile de se mettre dans la tête de sa mère qui a vécu. Alors, on va mettre des mots, c'est moi qui vais les donner, les mots, il y a de la maltraitance, il y a de la survie, il y a, alors résilience, oui, il y a de la résilience, mais il y a surtout beaucoup d'amour et il y a aussi le traumatisme qui est là. Comment on fait pour se dire un jour, allez, ça y est, j'y vais, je me lance, il faut que j'écrive un livre sur ma vie, sur ma mère, j'en ai besoin pour justement faire, je vais mettre des guillemets, un deuil, le deuil de l'enfance. En fait, j'avais soutenu ma thèse. On était en 2020. J'avais publié chez Philippe Ray L'éloge indocile de la psychanalyse et j'avais envie d'écrire quelque chose de beau. Et la chose la plus immédiate, la plus proche de moi, c'était la relation avec ma mère, cette réconciliation lumineuse avec elle. Et j'avais envie de la célébrer, cette relation. Et la fierté aussi que je peux avoir pour ma mère. J'avais envie de reparcourir ce chemin entre les conflits absolument terribles que nous avions, cette douleur que j'évoquais en préambule, jusqu'à ces retrouvailles magistrales et fines et délicates avec elle. J'avais eu cette chance, c'est vrai, de publier des essais auparavant, moi, il y a cette idée quand même d'avoir une voix où je peux parler, où je peux transmettre des choses qui comptent le plus pour moi. Je pense que c'est d'abord pour ça qu'on écrit, c'est pour tisser un pont entre l'autre et soi, et entre soi et l'autre. Et là, c'était quelque chose de différent. Je voulais revenir à cet instant, comme je pouvais le dire, à cet instant du désastre, mais aussi à la cicatrisation qui s'en était en suivi. Et vous avez insisté justement sur cet aspect lumineux. C'est plus ça qui m'intéressait que le calvaire
que le calvaire qu'a vécu ma mère et encore une fois, le grand désarroi dans lequel elle nous a fait évoluer pendant longtemps, ma sœur et moi. Il y avait cette idée d'une célébration, en tout cas, même si, bien sûr, les choses ne se passent jamais comme on voudrait. Et la cérémonie et le souffle lumineux qui me portait au moment où j'ai présenté le livre à plomb s'est très vite dissipé quand il a été question d'écrire le livre. Là, c'était plus la même chose. Alors, C'était c'est un récit, mais j'ai employé un mot qu'on emploie pour des romans. Votre livre, c'est un vrai page-turner, parce qu'on a vraiment envie de savoir. Alors, effectivement, il y a 3 parties. Il y a L'État fantôme, qui est la première, Le journal de ma mère, qui est la deuxième, et c'est Nos humanités, c'est ça, Nos humanités, qui est la troisième. À partir du moment où on ouvre, alors vous ouvrez sur un avertissement au lecteur. Est-ce que c'était important pour vous, d'ailleurs je pense qu'il est nécessaire, de faire cet avertissement au lecteur? Qu'est-ce que vous y dites? Alors ça, on va rien dévoiler, mais qu'est-ce qu'il y a dans cet avertissement? Alors, dans cet avertissement au lecteur, d'abord, j'explique que pour préserver l'anonymat des personnes, j'ai changé les prénoms pour la première et la troisième partie, que les lieux aussi ont été changés, mais que dans la deuxième partie, j'ai fait le choix de ne pas changer les prénoms. Je n'y suis pas parvenu. Je ne pouvais pas, en fait, les actes de barbarie dont ma mère a été victime étaient tellement graves que je n'arrivais pas en fait à invisibiliser ces violences et j'avais le sentiment de les invisibiliser à partir du moment où je changeais le prénom. Alors c'est vrai que il y avait cette question juridique, mais plus sur le plan humain, il y avait un blocage de ma part. Ce que j'explique aussi dans cet avertissement lecteur, c'est que cette fameuse deuxième partie, et j'y reviendrai, vous avez raison, elle est totalement romanesque, le terme que vous avez utilisé est bon, c'est une partie extrêmement violente. J'ai eu du mal à l'écrire. Et je crois que c'est un réflexe de soignant, puisque je suis psychologue. Je ne souhaitais pas qu'une personne vulnérable s'abîme trop en lisant ce texte. Même si j'ai fait un énorme effort pour présenter des faits, en essayant de ne pas être trop lyrique, de ne pas être trop dans la démonstration spectaculaire, malgré tout, les actes sont graves et pourraient blesser une personne qui a connu, je pense, des maltraitances ou des violences, de quelque nature qu'elles soient, mais même une personne trop sensible, je pense, pourrait en être abîmée. Moi, pour écrire le livre, je vous fais une confidence, Nathalie, je pleurais en écrivant cet ouvrage. Je pleurais tellement, j'ai même cassé un clavier d'ordinateur à force de pleurer sur le clavier. L'humidité, ça a été une immense douleur d'écrire cette partie. Immense douleur, immense douleur. Ça, je vous le dis à vous. Et l'honnêteté intellectuelle et même éthique la plus basique m'obligeait à le signaler, de dire ça a été douloureux pour moi d'emprunter cette voie-là, attention, ça fait vraiment mal. Voilà. Je sais que j'y perds des lecteurs ou quoi qui pourraient avoir peur, je m'en fiche, je vais vous dire. J'ai pas envie que d'autres soient abîmés. Certains au contraire m'ont dit que c'est ce qu'ils recherchaient en littérature, cet aspect d'une intensité dans la chair viscérale. Et d'autres, au contraire, je pense à Ludivine, une amie m'a dit, Samuel, moi, c'est une période, et à Catherine aussi, que je salue, qui nous regarde, m'ont dit, moi, je suis en train de perdre mon papa, c'est une période difficile. Heureusement que j'ai vu que c'était dur parce que, voilà, j'y vais pas pour le moment, j'irai plus tard. Donc, cet avertissement-là, il comptait pour moi. Et je remercie les éditions Plomb de l'avoir laissé parce qu'effectivement, il peut y avoir un aspect un peu repoussoir. Tant pis, tant pis. Ouais, mais alors j'ai envie de dire, alors c'est dur, effectivement, parce que la maltraitance, c'est pas quelque chose de très fun, je ne vais pas bien m'exprimer, mais à travers vos mots, parce que tous vos mots sont pesés, sont bien réfléchis, on passe par tous les états. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas votre maman, mais au début, on la déteste un peu. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle lui fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Après, on avance, plus on avance, plus on se dit, mais non, quelque part, comme vous, comme si on apprend à travers vos yeux et votre main, votre stylo, ce qui s'est passé. Donc là, on commence à se dire, mais non, mais en fait, c'est pas possible. Et à la fin, on se dit, mais ça y est. Et on passe par tous les états. Et c'est pas évident que ça, à travers un récit, témoignage, c'est pas témoignage, c'est vraiment un récit, d'avoir tous ces états-là. Est-ce que vous, alors vous venez de dire que ça a été une souffrance pour vous d'écrire cette deuxième partie, une fois que vous l'avez écrit, ça vous a enlevé un poids? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, vraiment merci infiniment pour ce que vous venez de dire, Nathalie. Ce cheminement où on reproduit le cheminement qui était le mien, c'est remarquable que vous l'ayez remarqué, c'est vraiment ça que je souhaitais. Je souhaitais qu'un lecteur fasse vraiment l'expérience, alors de manière bien sûr microscopique par rapport au fait que moi, ça s'étale sur des années, mais vous avez repéré une chose fondamentale dans ma démarche qui était, je voulais vraiment que le lecteur perçoive ma mère comme moi je l'ai perçue pendant si longtemps
Et je remercie tous les blogueurs, les lecteurs qui m'écrivent à ce sujet, c'est qu'effectivement, ma mère, ça a été épouvantable à vivre, hein, la manière dont elle a pu me traiter, le rejet, cet état fantôme, le fait d'être fantôme moi-même, c'est formidable que vous l'ayez repéré. Et je vous remercie pour ça, Nathalie, parce que c'est très exactement ça que j'ai vécu et c'est comme ça que je voulais penser ce texte. Et qu'ensuite, on fasse un switch, alors que dans beaucoup de livres où on découvre la maltraitance, souvent, on s'arrête au témoignage et ça s'arrête. Moi, je voulais vraiment qu'on puisse voir pourquoi est-ce qu'elle avait pu se comporter comme ça lorsque je suis devenu adolescent, quelle était la réalité humaine derrière pour endiguer aussi la répétition. Franchement, sur le coup, quand j'ai remis le livre, ça n'a pas été libérateur du tout. Après tout ce que j'avais réexploré, j'ai ressenti une immense douleur. À nouveau, un très grand désarroi parce que j'avais l'impression que je lâchais la main de ma mère. Et par exemple, j'avais l'impression de voir cette petite fille avec ce chien qu'allait exécuter mon grand-père. Ça, je me permets de le spoiler parce que c'est un petit C'est un événement dans une passage qui est abomination énorme, qui est énorme. vraiment très, très dur à lire et qui a été épouvantable à écrire. Je la voyais s'incarner. Et il a fallu à un moment donné que mon éditeur me dise, Samuel, tu peux lâcher le texte, tu peux lui dire au revoir, c'est bon, c'est fini. Et là, j'ai pu commencer à me réjouir et à me dire quelle chance j'ai d'avoir pu donner une voix à cette petite fille qui a failli mourir d'absence de soins médicaux, de blessures, de ses morsures, du harcèlement qu'elle a subi, de choses absolument immondes. Elle a une voix. Moi, j'ai travaillé 5 ans dans un service de protection de l'enfance. Je pense à toutes ces vies brisées qui n'auront pas eu cette voix. Elle a eu une voix. Et j'ai préféré me réjouir de ça et cette fois-ci célébrer à nouveau, mais célébrer simplement que oui, cette voix a donné corps à un ouvrage, d'autres vont en emprunter la voix et je trouve ça, ce partage-là, il est merveilleux en fait, il est absolument merveilleux. Donc le réjouissement est venu un petit peu plus tard après ce deuil, mais le deuil était plutôt douloureux, c'était difficile de lâcher ma mère. Oui. Alors justement, je vais rebondir sur l'histoire de lâcher la main, parce qu'il y a une symbolique avec la main dans votre livre. Votre maman tient la main de sa mère et vous dites que ça lui sert de bouclier humain, en fait, contre les violences de... Mais c'est surtout ça. Vous disiez, j'ai l'impression d'avoir lâché la main de ma mère. Mais justement, souvent on dit, je ne lâche pas ta main pour te retenir. Mais là, on a l'impression que ce lâcher de main, il est nécessaire et que vous lui dites, vous lui envoyez son amour, j'ai compris ce que tu as vécu. Maintenant, je peux te lâcher, tu vas être serein, je vais te protéger, on s'est protégé. Je vais très loin. Hein. Mais on a l'impression que justement, le lâcher la main, c'est... Voilà, ça y est, on n'oublie pas, c'est pas terminé. Il y a cette parole, on peut se parler, il y a encore tout ce système-là. Moi, le titre, ça explique le titre, c'est-à-dire l'enfant thérapeute, c'est un enfant qui est placé en position de soignant par ses parents, qui espère de lui qu'il réparera les blessures qu'il a subies de la génération précédente. Quand même, vous dites, et c'est bien que vous l'ayez repéré, que ma mère servait de bouclier humain, ça veut dire qu'elle-même était déjà l'enfant thérapeute de sa mère et qu'elle payait de ne pas pouvoir lui apporter l'écoute ou le soutien que sa mère attendait. Et lâcher la main, c'était aussi lâcher symboliquement une chaîne intergénérationnelle de répétition de maltraitance et dire j'arrête de t'aider, maman. Tu peux faire ta vie. Je t'accepte sans idéal négatif ni positif, dans ton humanité, avec tes grâces, tes horreurs, ta générosité, la fierté que j'ai pour toi. Tout n'est pas. On reviendra peut-être à cette notion du pardon, mais j'ai pas tout pardonné de manière mécanique. Mais en tout cas, je te vois et je te respecte et j'arrive à être vraiment heureux de notre relation qui est faite de contrastes, de contraires. Mais la littérature, c'est ça, c'est de pouvoir faire vivre cette humanité et ces contraires. Quand je dis nos humanités, je ne dis pas notre humanité, c'est parce que tout y est, de la perversité, de la honte, de la beauté, tout y est. Et le littéraire vient concilier ces étrangetés. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Et pour ça, il fallait effectivement que je puisse justement lui lâcher la main et la voir, en fait, la voir dans sa globalité. Même si, bien sûr, je pense que beaucoup de choses m'échappent. Je ne suis pas le psychanalyste de ma mère, c'est évident. Mais je la vois, je pense, aujourd'hui telle qu'elle est. Et c'est aussi ça. Je n'attends plus ce qu'elle ne peut pas me donner aussi, ce qu'elle n'a pas reçu. Je n'attends pas, par exemple, je parle beaucoup de la relation avec ma sœur. Je n'attends pas, par exemple, qu'elle se détache de ma sœur. Je vois qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas lâcher la main de ma sœur. Elle n'y arrive pas. Je pense qu'elle n'y arrivera jamais. Et je respecte ça. C'est accepter que l'autre est comme il est parce qu'une histoire l'a forgé, lui a donné forme. Et je ne peux pas changer ça. Je m'y abîmerai à nouveau de la même manière que je ne peux pas la réparer. Je ne pourrai pas. Ce qu'elle a vécu, ça a eu lieu. Elle a vécu une histoire horrible. C'est fini. C'est fini. Alors, elle a eu des joies plus tard. Et c'est sur ça que je veux me concentrer, mais je peux pas la sauver de péril passé, c'est pas possible.
C'est ça, lui lâcher la main pour moi. D'ailleurs, vous l'écrivez, hein, que c'est trop lourd pour vous. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout supporter. Puis vous n'êtes pas là pour ça. Vous avez aussi votre vie. Et par moments, on a l'impression que vous avez envie de lui hurler dessus. Mais il y a tout cet amour à l'intérieur qui dit, mais non, c'est ma mère. Donc je ne peux pas. Alors c'est vrai que votre mère, vous la voyez un peu comme un bourreau. Puis après, finalement, vous la voyez comme une héroïne. Il se trouve que dans la deuxième partie, le journal de votre mère, elle a vécu quelque chose qui s'est passé il y a 31 ans. Donc je suis allée revoir le crash du Mont Saint-Odile. C'est quand même dingue. Ah oui, ce rêve, elle faisait ce rêve qu'elle voyait l'avion se cracher sur les montagnes. Elle rêvait d'ailleurs, pour être plus précis, qu'elle sautait de montagne en montagne. Et par la suite, un soir, une lueur est apparue dans le ciel. On habitait juste à côté. Et elle a forcé mon père à aller dans la forêt au beau milieu de la nuit dans la neige. Et ils ont été parmi les premiers sur place. Ils ont presque trouvé l'avion. Ils ont fait la couverture du Figaro. Et c'est en puisant dans cette mémoire si douloureuse de cette rue du Sentier où ses parents l'envoyaient chercher le charbon quand elle avait 5 ans, qu'elle a trouvé la force de venir en aide à cette femme et de l'aider à descendre de l'avion, une femme aux jambes brisées, totalement ensanglantée, qui avait passé 4 heures dans la carlingue. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est vraiment, et vous parliez de résilience, et là, il y a de la résilience, c'est pouvoir aller chercher dans l'enfer vécu, de quoi permettre à l'autre de surmonter son propre enfer. Et elle a sauvé cette femme qui, je crois, il me semble, est toujours vivante aujourd'hui. Et je trouve que c'est à la fois un hasard et en même temps, est-ce qu'il y a des hasards je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau qu'en puisant dans cette mémoire douloureuse, de la même manière que moi, je puise dans ma propre mémoire douloureuse pour pouvoir aider mes patients et pour pouvoir écrire. C'est exactement la même chose, je pense. Alors, Faire quelque chose de notre douleur. pour vous citer, vous avez écrit « J'ai trouvé le sens de mon existence, aider les autres à traverser leur état fantôme intime ». Et ça, c'est un peu grâce à elle, quelque part. Oui, oui, et pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais un soignant parce que la psychanalyse m'avait permis de surmonter les affres d'une vie abîmée pendant l'adolescence. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé plutôt avec des adolescents. En fait, aujourd'hui, je vois les choses de façon différente. Je pense que ma mère, quand on était petits, ma sœur et moi, nous a énormément aimés, qu'elle a rebâti, elle a réussi à nous donner ce qui est rare, hein, ce qu'elle n'avait pas eu. Je n'ai jamais eu froid, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais manqué de bisous, de câlins, de jouets. Je n'ai eu aucun manque dans l'enfance, j'ai eu une enfance très heureuse, mais cette adolescence complètement déchirée, éclatée, à partir du moment où mon père est parti et que l'abandon est venu réactualiser quelque chose, a tout envoyé voler en éclats et je ne voyais plus en fait ma mère soignante. Je voyais une femme violente. Je l'avais oubliée. Et revenir à son histoire, pouvoir retracer avec elle tout ce parcours-là, c'était redécouvrir aussi le soin qu'elle m'avait apporté dans l'enfance, ces premiers instants qui sont si précieux, en fait, pour pouvoir pour pouvoir aussi soigner les autres. Voilà, moi, je trouve qu'avec le recul, je me dis quelle chance j'ai eu qu'elle survive. Presque tous ses frères et sœurs ont fini en asile psychiatrique. Hein. Elle en a eu 13. Ils sont presque tous finis malades. C'est la seule qui a eu un diplôme, c'est la seule qui a eu un métier, ou presque. C'est la seule à... C'est une survivante. C'est une survivante, vraiment. Quand vous avez fait la deuxième partie, donc qui est la partie la plus romanesque, comment vous avez fait? C'est votre mère qui vous a raconté? Vous êtes tombé vraiment sur un journal? Comment ça s'est passé? Il y a eu quelques notes, elle m'a envoyé quelques notes qu'elle avait rédigées. Un jour, je me dis, il faudrait que je publie la différence entre les notes et la version achevée, parce que je trouve que sur le plan littéraire, c'est intéressant. Et là a commencé tout un travail de discussion avec elle, qui moi, en plus, me permettait à ce moment-là de réapprivoiser mon histoire, avec cette espèce d'ouverture complètement torrentielle, de monstruosités qui se sont déversées. Et je me suis dit, comment est-ce que je vais habiter sa langue? Comment pense-t-elle? Comment parle-t-elle? Est-ce que ce sont des phrases longues, courtes? Quels mots elle aime bien? Et il y a eu tout ce travail d'empathie, d'identification à elle, qui, Sarah Chiche, dans une tribune récente, l'a noté, me permettait aussi de résoudre mes propres conflits. Par exemple, moi, vous l'avez cerné dans cet état fantôme, j'ai une énorme angoisse à l'idée de l'enfermement. C'est quelque chose que je ne supporte pas du tout, même si aujourd'hui, ça va bien mieux. Là, je parlais de son propre enfermement, donc je réglais aussi mes propres conflits psychologiques, émotionnels. Et ça a été très, 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 très dur parce que je n'imaginais pas à quel point cette empathie pour ma mère, cette identification à ma mère allait m'abîmer, à quel point j'allais voir les images. Alors, elle m'a aussi envoyé quelques photos, elle n'en a pas beaucoup, hein. Elle doit avoir 5 ou 6 photos de toute son enfance, de toute son adolescence. Il n'y a rien. De la manière qu'elle n'a jamais eu de possession, qu'elle n'a jamais eu de jouet, elle avait quasiment rien. Voilà, il s'agissait vraiment de me pelotonner dans cet univers de l'enfance. Et ça a été vraiment une immense écorchure pour moi. Vraiment, je me suis écorché, égratigné pour pouvoir rendre hommage. Alors, de temps en temps, je lui envoyais des textes, je lui disais qu'est-ce que tu en penses, comment tu vois les choses. Parfois, elle m'envoyait un simple petit message en disant bon, il y a ci, il y a ça.
mais c'était dur parce qu'elle n'arrivait même pas à en parler, en fait. C'est-à-dire qu'à des moments, elle disait, elle disait, c'est bien, et en fait, sa voix s'étranglait, elle n'y arrivait pas. C'est à partir du moment où j'ai rendu le livre, les épreuves, que là, voilà, elle a pu penser aux religieuses qu'il avait élevées, parce qu'elle a été recueillie par des religieuses, comme étant sa famille, et qu'elle a pu, elle aussi, faire le deuil de cette famille biologique qu'elle n'avait pas eue, et se dire, bah, j'ai eu la chance d'avoir les sœurs, les religieuses, qui, elles, m'ont transmis beaucoup d'amour, qui m'ont appris à faire beaucoup de choses. Et voilà. Et pour la petite anecdote, la dernière sœur à s'être occupée de ma mère est morte à 106 ans le jour où le livre est parti chez l'imprimeur. Et je trouve ça incroyable. Incroyable. Le jour où le livre partait voilà, se faire imprimer, elle décédait. Et elle savait que le livre, cette sœur cette religieuse savait que le livre allait être en librairie à peine quelques semaines plus tard. Je trouve ça très fort. Est-ce que Fort. vous avez eu envie d'aller voir le pensionnat Poiros? Est-ce que ça existe toujours? C'est Sainte-Phrasie de... Pelletier. Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que vous avez eu envie d'aller voir ou votre mère, pas du tout? Peut-être, à un moment, on avait eu cette idée avec ma mère. En tout cas, ça me semblerait plus accessible pour moi de faire ce travail, d'y aller, de redécouvrir les territoires, enfin, les territoires après l'enfer. Par contre, Saint-Quentin, j'ai un ami, Clément, que je salue aussi, qui nous regarde peut-être, qui habite juste à côté. Je peux pas. Franchement, je peux pas. La maison de l'horreur, je peux pas y aller. Ça m'est inenvisageable. Imaginez une masure où ma mère a vécu avec une espèce de banquette, de coin de banquette, sans salle de bain, sans rien, dans un état de misère, d'insalubrité, sans eau chaude, sans quoi que ce soit. Franchement, je ne peux pas, Nathalie, je ne m'imagine pas du tout faire ça. L'exploration a ses limites, mais je ne peux pas. Je peux pas. Vraiment. Je me dois de vous poser cette question. Est-ce que l'écriture de ce livre a été une thérapie pour vous, vous qui êtes psychologue? Est-ce que ça a été vraiment une thérapie ou pas d'écrire ça? Franchement, non. Je pense que c'est parce que j'ai réussi ma thérapie, ma psychanalyse, que j'ai pu écrire le livre et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il a fallu que, au moment où en fait, l'écriture du livre était faite, j'avais déjà toutes les informations sur mon passé, on était partis ensemble en vacances, certains événements importants, c'était complètement retrouvés, on dialoguait, le lien était fort. Voilà. C'est ce qui m'évite, je pense, c'est ce qui évite beaucoup, à mon avis, c'est une démarche, bon, vous êtes libraire, vous connaissez, je pense, toutes les références beaucoup mieux que moi, mais l'aspect règlement de compte que peuvent avoir certains ouvrages qui sortent en librairie. Bon, certains sont très à la mode, on rencontre un succès fulgurant parce qu'ils sont en plus très chocs et qui permettent de porter sur le devant de la scène des thématiques qui sont très importantes, notamment les violences faites aux femmes, les abus sexuels, tout ça, c'est absolument fondamental que ces livres existent. Mais parfois, je crois que le problème, c'est que ça fait passer un peu à côté justement de cet état de sédimentation qu'exige le littéraire. Et moi, il n'y a pas de règlement de compte du tout, même avec la figure de mon père, où vous avez vu, c'est très, très choc avec mon père. Et mon père, pour le coup, je le dis franchement, il n'y a pas de pardon possible, il n'y a pas de relation possible. Et j'ai fait exprès, bien sûr, de montrer la figure paternelle pour montrer qu'en fait, parfois, on ne peut pas se réconcilier, hein, ça ne marche pas. Hein. Il n'y a pas d'idéal là encore. Mais voilà, je voulais éviter ce règlement de compte. Et l'avantage, c'est que du coup, le soin est venu après, la douceur, la lumière sont venus après la publication. Mais sur le coup, non, il a fallu que je sois bien armé pour pouvoir traverser ça. Donc, c'est plutôt un signe que je crois que je suis finalement, après toutes ces années, arrivé au bout de ma psychanalyse. Qui l'eût cru? Non, je confirme, il n'y a pas de règlement de compte. Il y a surtout le fait de comprendre, de vouloir comprendre, est-ce que c'est héréditaire? Je vais grossir le trait, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que votre mère, pourquoi elle a fait ça avec vous? Vous avez retracé comme une enquête. Donc ça, c'est assez... la construction est quand même génialissime là-dessus. Moi, je voudrais revenir à l'aspect, la voix littéraire, parce que vous avez une voix, vous avez une écriture. Il y a des références, il y a des exergues. Chaque partie a des exergues. Alors, il y a Dostoïevski avec les frères Karamazov, il y a Émile Zola avec La bête humaine, donc je pense que ce n'est pas là non plus par hasard. Et la dernière partie, c'est Hannah Arendt avec les correspondances. Mais il y a aussi des références dans votre récit. Il y a la fameuse maison du bout du monde. Qu'est-ce qu'il représente ce livre pour vous? C'est le premier roman que j'ai lu, je pense. Le premier roman adulte que j'ai lu, j'avais 13 ou 14 ans, je crois. Et il y avait, alors déjà, c'est incroyable que vous ayez repéré ça parce que c'est une ligne, vous avez un œil de lynx. Ça représentait déjà, moi je savais déjà que j'étais homosexuel, donc ça représentait le fait que ce soit dissible. Et la littérature est aussi merveilleuse pour ça, c'est que rien ne fait peur, tout peut être exploré, donc ça me rendait les choses beaucoup moins angoissantes.
Et ça a évoqué pour moi cet exil absolument nécessaire que peut être l'écriture, que peut être la sexualité. La sexualité peut être un lieu d'exil, le voyage, puisque dans le livre, les trois personnages, Jonathan, Bobby et Claire, partent et construisent leur propre utopie à l'écart du monde. Et quelque part, moi qui étais enfermé, qui manquait d'à peu près tout à ce moment-là, enfin, et encore une fois, là, il y a cette dureté de l'adolescent, parce que je pense vraiment que ma mère s'en sortait comme elle pouvait. C'était très dur pour elle. M'a rêvé un petit peu d'un exil, rêvé de s'en aller, rêvé de pouvoir peut-être vivre aussi ses premières amours. Et ce livre m'offrait déjà une première passerelle vers la pensée. La pensée de mon identité, en fait, identité d'intellectuel, identité sexuelle, qui est un mouvement constant. Donc, ça a été le premier pas vers ce tumulte qui est forcément l'identité. Donc oui, c'est un livre très important pour moi, très important. La version, je l'ai gardée, il est tout jauni, tout. Voilà, et bref, je le prête parfois à des patients, même si bon. Il a presque 20 ans, ce livre. Mais il est assez intense, La fin, bon, avec le VIH, c'est vrai, peut être un peu dur, mais je crois que certaines choses sont là encore. Certaines ombres nous offrent quand même aussi après pas mal de joie, une fois qu'on ose les braver. Après, il y a d'autres références un peu plus dures. Il y a Lovecraft, il y a Stephen King. On se dit que c'est pas anodin tous ces choix-là, mais quand on vous voit écrire et quand on vous lit, on se dit quand même qu'il s'est passé quelque chose. Parce que, alors, effectivement, il y a de la rigueur dans l'écriture de Stephen King et pareil, dans Dostoïevski, c'est pareil, il y a de la rigueur. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire même votre premier roman? Comment vous êtes lancé dans l'écriture? Je crois que les références que vous donnez renvoient au monstrueux, de manière générale, même chez Dostoïevski. Et je sais que c'est la question de la perversité sous toutes ses formes. Chez Stephen King et chez Lovecraft, c'était mes premiers, avec peut-être Philippe K. Dick, c'était peut-être, mais un peu plus tardivement, c'était peut-être les premières manières de me représenter les horreurs qui m'habitaient. C'est-à-dire donner un visage extérieur, incarné, à toutes ces mouvances pulsionnelles que je n'arrivais pas à comprendre, à la violence de ma mère que je n'arrivais pas à comprendre. C'est beaucoup plus facile lorsque l'antagonisme est incarné et extérieur à soi. Parce que là, on peut véritablement dialoguer avec cet antagonisme. Moi, les premières démarches, les premiers mouvements vers l'écriture, ça a été ça. Ça a été réussir à me créer un voyage en dehors de moi, à étendre le paysage pour trouver une interstice dans laquelle habiter. Il fallait imaginer qu'à cette époque, quand j'ai commencé à écrire, ma sœur, donc anorexique, toxicomane, prenait une place absolument immense. C'était elle, l'artiste de la famille, elle chantait, elle était... Bon, voilà, moi, j'avais que les ombres, j'avais que les ombres à habiter, il me restait rien. C'était une vie... chaque jour ressemblait à tous les autres jours, tout se répétait. Je crois vraiment que j'étais en dépression assez sévère et que ça échappait complètement à ma mère et même à mon père, et encore plus à mon père. Qu'est-ce qui me restait en fait? Comment faire pour créer de l'espace quand il n'y a pas d'espace? Pour se donner du souffle quand on n'a même plus de corps? Comment on fait? Je ne savais pas. Alors j'ai commencé à écrire parce que je lisais beaucoup, j'ai essayé. Voilà, des nouvelles fantastiques étaient directement inspirées par Stephen King et Lovecraft en me disant chouette, les horreurs sont à l'extérieur de moi. En plus, j'avais vraiment. Moi, je m'intéressais beaucoup à la magie noire, à tout un tas de choses, comme toutes les personnes qui n'ont rien, comme les ados que je peux voir en consultation. C'est-à-dire que quand on est très en colère parce qu'on ne comprend pas, on se met à croire à tout un tas de choses parce qu'on espère être sauvé. Et puis, l'écriture est venue en relais, en renfort, et j'y ai trouvé vraiment cette manière de mettre une distance avec le monde et en même temps de me tenir peau à peau avec ce monde sans plus m'écorcher. Et de constituer un savoir aussi peut-être. Et c'est pour ça que les essais par la suite ont eu une si grande importance pour moi, c'est que quand vous manquez de tout, vous pouvez constituer un savoir pour vous, on ne peut pas vous l'arracher. Personne ne peut vous arracher votre propre savoir. Et là aussi, les mots, on a tous une voix singulière. Moi, ça me permettait, en l'écrivant, de m'en rendre compte, de me dire, peut-être que j'existe en fait. Si j'écris, c'est que j'existe, c'est que je ne suis pas complètement morcelé, fragmenté dans cet état fantôme. Et ça, je trouve que c'est très précieux pour moi. Et c'est vrai que j'ai démarré des études de psycho. Je ne voulais pas être psychologue, je voulais être écrivain. Et j'ai rencontré un prof un peu frappadin qui disait lui-même qu'il était un peu le Saruman de la psychologie parce qu'il lui ressemblait et qui expliquait, voilà, qui nous parlait un petit peu du métier. Et moi, j'ai été très emballé et je me disais pourquoi pas donner plus de consistance à mes personnages en allant du côté de la psycho. Et très, très vite, je me suis rendu compte que pour la première fois, j'étais bon dans quelque chose, moi qui avant étais juste une ombre, que j'arrivais à aider les autres, à aller mieux, à se sentir bien. Et il y a eu mon premier stage, mon deuxième stage. Je me suis dit, mais oui, en fait, plus que la littérature,
je peux aider les autres. Je m'en sors, j'arrive à faire quelque chose et comme moi, on m'avait aidé moi-même parce que la psychanalyse m'a clairement sauvé. Je pense que franchement, cette dépression dont je vous parle m'aurait terrassé. Ben, je peux aider les autres. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à faire plus d'ouvrages théoriques où je défendais mon métier, la psychanalyse, où je parlais de la société avec les 2 livres que j'ai fait avec Marie-France Castarède, avec aussi cette rencontre de Julia Kristeva qui était très, très importante pour moi parce qu'elle m'a aussi appris à faire dialoguer sans cesse la psychanalyse et la littérature. Mais j'étais quand même en manque. Et c'est pour ça que j'étais très content de pouvoir faire ce livre. J'étais vraiment en manque de l'aspect romanesque, de la joie aussi que procure justement le fait de revenir à une histoire avec des personnages, avec des dialogues, d'animer tout ça. Le suspense aussi que vous avez nommé, il y a vraiment un suspense. On ne sait pas finalement comment ma mère et moi nous en sommes sortis et ça nous mène dans des lieux assez curieux que je donne pas. L'histoire de ma sœur aussi, de sa folie qui prend une place importante dans le livre. Tout ça, j'étais très content de renouer justement avec ce premier amour littéraire. Même si vous voyez, par exemple, dans les derniers livres que j'ai faits de psychologie, déjà, je parlais un petit peu de moi. Il y avait des choses qui apparaissaient comme ça. Déjà, j'avais ce besoin de m'exprimer, d'exprimer ma voix propre, quitte à me mettre en danger vis-à-vis de mes confrères en montrant un peu l'envers du décor psychique, c'est-à-dire en prenant le risque que mes patients le lisent, découvrent comment je m'étais construit, comment j'avais fondé mes références. Tout ça, c'était un risque que j'ai pris. Je peux vous dire quelque chose, Samuel? Oui. Je crois que vous êtes un écrivain. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a Sarah Chiche aussi qui le lit. Elle l'a écrit, hein. Je l'ai lu, donc n'en doutez pas. Et ce récit en est la preuve vivante. D'ailleurs, je pense que ce récit doit être lu par un spectre assez large. Je pense que depuis l'adolescent jusqu'à très vieux, on peut le lire. Parce que je pense qu'il est nécessaire, le livre que vous avez écrit. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire. Je voudrais surfer sur les fantômes, parce que j'ai noté cette phrase que vous avez écrite. Vous avez expliqué que les fantômes ne meurent pas, ce qui est vrai et que tous les traversent et que rien ne les atteint parce qu'ils sont déjà morts. Effectivement. Exactement. C'est pour ça que j'étais fantôme, mais sans savoir qu'en réalité, il y avait tout autour de moi des fantômes. Le fantôme de ce personnage de Louise qui est très important, et cette personne dont je ne parlerai pas pour pas spoiler, les fantômes de mon horrible grand-père et de mon horrible grand-mère dont je ne connaissais même pas les prénoms jusqu'à 30 ans. Je pense qu'il y a peu de personnes qui ne connaissent pas les prénoms de leurs grands-parents parce que leur mère n'en parle pas. Les fantômes étaient tout autour de moi. Ma mère voyait des fantômes d'ailleurs. Dans des états un peu oniroïdes, voilà. Moi-même, j'étais hanté, hein, véritablement. Et qu'est-ce qu'être hanté? C'est porter des douleurs qui ne sont pas nommées, qui s'incarnent dans notre chair. C'est ça, être hanté. Comme si les murs avaient une mémoire des souffrances, une mémoire de ce qui est tu. Moi, j'adore le travail de la psychanalyste Christine Ulivucci, qui parle justement de ces hantises familiales, du fait que certaines maisons s'imprègnent quelque part de toutes les douleurs. Et il n'y a rien de surnaturel là-dedans d'ailleurs, ce sont des mécanismes éminemment psychiques, extrêmement fins. Mais oui, les fantômes étaient partout autour de moi. Anne de Fourmentel a cette phrase que j'adore, elle dit « Nous sommes des maisons hantées par des plaintes qui ne nous appartiennent pas mais que nous avons fait nôtres ». Moi, j'étais hanté par des plaintes, par des histoires que ma mère ne me racontait pas, que j'étais obligé de rebâtir dans des états un peu délirants, hallucinatoires. Les monstres que je voyais dans des états cauchemardesques, en réalité, c'était les horreurs que ma mère ne nous avait pas racontées. Ce qui n'est pas dit est transmis, en fait. Je me rappelle, par exemple, il y a l'histoire du chien. Encore une fois, j'avais écrit une nouvelle il y a quelques années sur un chien maltraité. Je ne savais pas du tout d'où ça me venait. Et j'ai compris par la suite, lorsque ma mère a parlé de son histoire, j'ai compris pourquoi c'était si important. Rien Donc, n'est anodin. les fantômes sont partout. Les fantômes sont partout. Ah, votre mère avait peur, petite, elle avait peur des oiseaux. Alors moi, je suis allée loin dans la symbolique et après, elle les a apprivoisés. Mais c'est vrai qu'au départ, les oiseaux, on les a dans les cages. Alors peut-être qu'elle se sentait comme un oiseau dans une cage. Et après, elle a appris à les aimer et c'est de la liberté. Un oiseau qui s'envole, c'est tout ça. Après, vous martelez, comme martelez, vous avez évoqué 2 fois le chiffre 29. Le 29 qui est le numéro, votre maman est allée à la DAS. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que 29, c'est le nombre d'os qu'on a dans le crâne, si on est normalement constitué. Je ne sais pas si vous le saviez. Ah non, je savais. Et je dis, c'est marrant quand même qu'elle soit si attachée à ce chiffre 29. Alors après, je crois qu'il y a d'autres symboliques, je ne suis pas allée chercher. J'imagine, mais là, vous me troublez, je ne savais pas du tout. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce que c'est un rapport avec la tête, le cerveau, tout ça. Donc, mais en tout cas, ce qui est remarquable dans ce récit, c'est que vous êtes allé au bout du cycle. Pour vous citer, je crois que vous avez dit l'épicentre de la haine. Oui.
pour justement boucler la boucle, si on peut dire qu'elle est bouclée, parce que je ne sais pas si elle sera véritablement bouclée. Et ce qui est très important, c'est la parole. Vous dites à la fin, dans la dernière partie, c'est qu'effectivement, il y a le pardon, on ne peut pas tout pardonner, des fois c'est compliqué, mais il faut parler. Exactement. Exactement, et soyons clairs, moi, lorsque j'ai voulu écrire cette histoire, j'en ai parlé à ma mère. Je lui ai dit, mais pour moi, il est hors de question de ne publier que une vision de ton journal ou quoi. Je vais te critiquer. Je vais dire ce que tu as pu faire. Et c'est là qu'on voit qu'elle est, pour le coup, géniale, c'est-à-dire qu'elle s'est emparée de cela et qu'elle a dit oui, je comprends. Et je suis désolée, Samuel, du mal que j'ai pu te faire. Je ne me rendais pas compte. Je me rendais pas compte que ta sœur prenait autant de place, de la détresse qui a été la tienne. Je ne me rendais pas compte. Et oui, tant mieux si ça peut servir à d'autres. Et elle a beaucoup de courage parce qu'elle savait aussi que ça pouvait l'exposer aux critiques, c'est-à-dire de personnes qui la jugent, qui s'arrêteraient. Par exemple, il y a des personnes qui m'écrivent, et je respecte ça, mais totalement, et qui m'écrivent pendant qu'ils lisent la partie 1 en disant « Mais comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ça? Quelle horrible femme !» Même des journalistes. Je dis « Attendez de lire, parce que vraiment, c'est un tout. Attendez de lire avant de la juger. » Parce que moi, aujourd'hui, je la juge plus. Mais oui, il a fallu aller à l'épicentre de la haine, c'est-à-dire pouvoir reconnaître cette indicible, cette horreur, y compris dans ses propres actes, pour pouvoir l'apercevoir à nouveau dans sa globalité. Et ça a été possible parce qu'elle a fait un travail vers elle-même. Alors, je ne donnerai pas les éléments extrêmement Oui. déstabilisants, mais elle a fait ce travail. Mon père ne l'a pas fait. Et j'ai fait exprès justement de parler de mon père dans le livre pour montrer que ce n'est pas toujours possible. Parce que certains lecteurs, depuis qu'ils lisent le livre, et peut-être par rapport aux commentaires que j'en fais publiquement, se disent que je défends à tout prix le pardon. Ce n'est pas le cas, en fait. Il n'y a pas à pardonner de manière mécanique, judéo-chrétienne ou que sais-je encore. C'est simplement que là, en l'occurrence, le pardon, je l'ai accordé à ma mère, elle me l'a accordé aussi parce que j'ai fait des choix parfois indélicat, j'ai pu avoir ma propre brutalité, j'ai pu avoir ma propre brusquerie, je le sais. C'est pas quelque chose. Le pardon, je pense qu'il faut que la personne en face le désire déjà, et il ne s'agit pas de s'abîmer ou de renoncer à son intégrité en le donnant. Mon père ne l'a pas souhaité, moi je ne souhaite pas non plus. Ça ne fonctionne pas. Il est pas question de perdre. Je vais garder ce terme de dignité. Il n'est pas question de perdre non plus sa dignité parce que parfois c'est tout ce qu'on a, sa dignité. Donc, oui, pas de manière, mais pas de pardon de manière mécanique, mais une vraie plongée dans la haine pour trouver en fait l'amour, pour se rappeler de l'amour. Et je vais redire, c'est très lumineux et bon, l'amour triomphe. Et puis on a envie de dire que ce récit, c'est une belle preuve d'amour envers votre mère, quelque part. Alors, vous décrivez un processus, effectivement. Vous n'êtes pas là pour juger, pour faire. Voilà, c'est un constat. Vous essayez de comprendre, de savoir pourquoi. Quand votre mère a lu, j'imagine qu'elle l'a lu très rapidement, ça a été quoi sa première réaction, si c'est pas indiscret? Elle pleurait énormément. Ça a été très, très, très douloureux. Ça a été douloureux très longtemps. Et puis les choses se sont apaisées. À partir du moment, vraiment, il y a eu cette phrase qu'elle a dite. Elle a dit, en fait, en te lisant, je découvre que ma famille, c'était les religieuses. Et aujourd'hui, quand on en parle, elle se dit, ah, j'espère que du haut du ciel, elle le voit. J'espère que, voilà, elles doivent être contentes. Elles doivent être contentes. Je l'ai accompagnée mettre un cierge à l'église avec elle. Pour la sœur qui était décédée. Donc, voilà, elle a fait le même mouvement que moi, c'est-à-dire de se réjouir de la chance plutôt que de pleurer les bourreaux, en fait. Voilà, Vous aviez peur de sa réaction après sa lecture ou pas du tout? non, parce que non, sinon je l'aurais pas fait. Mais on a dépassé tellement de choses ensemble que non, j'avais pas peur, Et il n'y a pas eu de censure, elle a accepté la totalité de l'ouvrage. Je dis aussi, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important que j'aime dire, c'est que elle est liée ça s'est fait après, elle le souhaitait pas du tout, elle était même plutôt à ne pas vouloir, mais elle est rattachée par contrat à ce livre aussi, parce que c'est aussi son histoire. Donc elle aura aussi un droit d'auteur parce que c'était vraiment très important pour moi symboliquement, mais elle, voilà, ça s'est fait vraiment, ça s'est décidé très peu de temps avant la sortie, ça a été une longue hésitation, voilà, il a fallu lui-même la convaincre, mais voilà, ça c'était important. Donc oui, là, aujourd'hui, c'est quelque chose, elle est heureuse. Je ne sais pas si aujourd'hui elle peut le lire sans pleurer, parce que ça reste évidemment quelque chose d'épouvantable, mais en tout cas, il y a de la joie aussi de son côté aujourd'hui sur ce livre. Oui. Et puis, il y a cette couverture n'expliquerai pas Ah oui. forcément le Non. sens, qui est un sacré pied de nez au monstre, pour le coup. Un sacré pied de nez au monstre. Est-ce que vous vous êtes auto-censuré en écrivant
ou est-ce que c'est votre éditeur? Comment on travaille avec un éditeur sur un texte pareil? Parce que c'est compliqué pour un éditeur de se positionner sur... alors, on pourrait dire c'est un roman d'après l'histoire vraie, mais moi, je dis non, c'est un récit. C'est pas un témoignage, c'est vraiment un récit avec une partie romanesque. Comment l'éditeur intervient là-dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour lui? D'ailleurs, on le salue, Grégory, au passage. Grégory Berthier et Marie-Laure Nollet, je les salue tous les deux, c'est un duo de choc. Là, le travail éditorial, c'était surtout réussir à faire en sorte que j'aille pas dans le pathétique, que j'aille pas trop dans le lyrique. Et ils m'ont aidé parce que parfois, quand on est immergé, on ne s'en rend pas compte. Et c'est là qu'ils m'ont aidé. Donc, il y a eu vraiment un travail à faire de distanciation, non plus cette fois-ci par rapport à ma mère, mais bien par rapport au texte, tout en sachant que voilà, ça a été aussi difficile pour eux de travailler ce livre et de le relire. Et Marie-Laure Nollet, par exemple, me disait qu'elle avait le sentiment que chaque lecture était plus douloureuse que la précédente. Donc, ce travail s'est fait de cette manière-là, par des allers-retours où à chaque fois, on essayait de débusquer le trop. Les moments aussi où je pouvais avoir quelques réflexes théoriques, c'est-à-dire d'avoir cette tentation d'expliquer, mais de manière un peu psychologisante. Là, ça a été complètement, je pense, alors complètement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été considérablement effacé. Et voilà. Mais il n'y a pas eu d'autocensure. Il n'y a pas eu d'autocensure. Peut-être quelques-unes, vis-à-vis de ma sœur, vis-à-vis de mon père, j'ai peut-être été moins dans l'exploration de toute cette histoire hallucinante que je l'ai fait pour ma mère, mais c'est pas par censure, c'est juste que c'était pas le sujet du livre. C'est plus ça. Il y a eu des événements qui m'ont échappé et dont je me suis rappelé par la suite, parce que bien sûr la mémoire humaine est extrêmement capricieuse, vous le savez, mais pas de censure, pas de censure, pas de censure, pas de censure du tout. Moi, ça m'a donné envie de le relire après. Quand on a discuté ce matin ensemble, parce que voilà, on s'est parlé ce matin, d'avoir un autre œil différent. Alors, je vous ai lu avec beaucoup d'attention, mais c'est vrai qu'on ne ressort pas indemne. Mais je suis sûre que même si je le relis une deuxième fois, je vais être pris parce que votre écriture vraiment nous met sous tension. Alors, je ne veux pas inquiéter les lecteurs, c'est une bonne tension, c'est une tension positive parce que finalement, ça se finit bien, j'ai envie de dire, voilà. Mais allez-y, allez lire le récit de Samuel parce que vraiment, il y a des choses importantes qui sont dites dans ce livre et il est nécessaire de savoir tout ce qui se passe de A jusqu'à Z. Ne lui écrivez pas en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que votre mère? C'est un monstre. » Ne lui écrivez pas ça parce que sa mère est une héroïne. Voilà. Je vois que Frédéric est revenu quand je dis le mot héroïne. Tout de suite, chouf, ça s'illumine. Non, je suis revenue avant. Alors, la première question, c'est celle de Claire, qui demande « Est-ce que votre livre aborde le thème des enfants qui deviennent parents trop tôt ?» Oui, bonsoir Claire. C'est tout à fait le sujet du livre. C'est tout à fait le cœur battant. Et ça a été la malédiction qui a été la mienne, c'est qu'effectivement, j'ai été, comme on dit aujourd'hui dans un mot clinique, le mot n'apparaît pas dans le livre, j'ai été parentifié. Je jouais le rôle de parent, je devais avoir la bonne écoute, je devais pouvoir avoir la bonne épaule, écouter ma mère. Voilà. J'étais vraiment le soutien. Et les enfants thérapeutes, les enfants parents, les enfants béquilles, les enfants médicaments payent très cher le fait de ne pas pouvoir justement être le parent de leurs parents. Donc oui, la question est pertinente, c'est totalement le cœur de l'ouvrage. Le cœur battant de l'ouvrage, c'est celui-ci. De la même manière que ma mère était quelque part aussi le bouclier, Nathalie a relevé ça avec beaucoup de finesse, était le bouclier de sa propre mère, c'est-à-dire déjà aussi quelque chose d'une protection, d'une fonction de protection que ne devrait pas avoir un enfant en fait. Est-ce que, je prolonge la question, est-ce que ça peut durer comme ça pendant plusieurs générations? Bien sûr. Et qu'on retrouve après 3-4 générations des choses qui remontent à très très loin? Même plus. J'ai parlé de Christine Olivucci, la psychanalyste tout à l'heure. Elle remonte sur plusieurs générations. C'est absolument troublant. Là, c'est un travail que je commence à faire d'ailleurs, où je m'intéresse un peu aux générations qui ont précédé même ma mère, etc. Je fais ce travail vers mon histoire. Mais oui, ça peut remonter loin. Et j'ai de la chance. J'ai de la chance d'avoir rencontré la psychanalyste, puisque peut-être que j'aurais moi-même fait un enfant, reproduit, et voilà, et reproduit, ainsi de suite. Un enfant qui aurait été meurtri à son tour, qui peut-être aurait attendu de la génération d'après qu'il soit réparé. Oui, ça peut se reproduire sur des générations et des générations. Vous avez raison. Hélas, moi j'ai une grande chance, c'est que ça y est, je crois vraiment que j'ai interrompu le cycle, je crois. Anna voudrait savoir pourquoi ce titre, en fait. Parce que ça peut être touchy de se dire que c'est l'enfant qui est thérapeute, en fait. C'est à la base, en fait, l'enfant thérapeute, c'est un concept. C'est ce concept que je viens d'expliquer sur cette répétition intergénérationnelle d'un enfant placé en position de parent, mais un terme qu'on doit à René Clément,
qui a écrit un livre, je crois, il faut que je vérifie, qui s'appelle Parents en souffrance. Et oui, quand j'étais étudiant dans une aide sociale à l'enfance, alors il n'y a pas de hasard, j'étais étudiant dans une aide sociale à l'enfance, eh bien j'ai rencontré ce concept qui a éclairé en fait la position qui était la mienne. J'ai compris à ce moment-là, même si dans le livre, j'explique par la suite que peut-être j'étais pas si enfant thérapeute que ça, puisque dans l'enfance, en fait, ma mère n'attendait pas de moi que je lui apporte du soin. Pas du tout. Voilà, et ça, c'est des questions que je laisse en suspens. Je répondis juste parce que ça me vient. Je me permets une légère digression par rapport à ce que vous disiez, Nathalie, sur le fait de relire le livre. En fait, sur cette question des temporalités différentes, j'ai fait en sorte qu'il y ait un aspect un peu enquête, justement. Et par exemple, vous parliez de la figure de l'oiseau. L'oiseau, on le retrouve à l'époque présente, par exemple, quand ma mère a la phobie terrible des oiseaux, mais on le retrouve aussi justement avant, où sa sœur tuait des oiseaux dans le jardin avec une fronde. Les oiseaux, parce que les différentes ailes du pensionnat où elle était portaient des noms d'oiseaux. Elle a travaillé chez un vétérinaire avec des oiseaux. Après, je raconte comment elle a plus peur des oiseaux et comment elle les recueille pour une association. Donc, il y a plein de petits clins d'œil comme ça qui se répondent. La question du spiritisme avec les fantômes. Voilà, il y a beaucoup de clins d'œil. Donc, c'est ce qui fait qu'en relisant, on se dit waouh, waouh, en fait, les choses avaient du sens à condition de les comprendre, à condition de les explorer. Et alors, vous avez dû avoir un regard très particulier sur les oiseaux de Hitchcock. Je ne l'ai pas vu. Ah, bah voilà. Oh non. Alors, on veut savoir la suite. Pourtant, j'adore Hitchcock. Je crois que c'est un de ses seuls films que je n'ai pas vu. Comme par hasard. Comme par hasard. Je suis prêt maintenant à le voir. Peut-être qu'il y avait quelque chose là encore de transgénérationnel. Peut-être. Alors, Sylvie demande l'enfant qui choisit de réparateur. Non, réparer. De réparer, sûrement, oui. Dans ses choix professionnels, qu'en pensez-vous? Je pense que dans certains métiers, il n'y a pas le choix d'avoir un fantasme de réparation. Et éducateur spécialisé, médecin, assistante sociale, c'est pas grave, tant mieux si on trouve la voie du métier. Alors le but, c'est par contre, il faut faire attention, et ça c'est un autre travail, de ne pas se confondre et de ne pas placer ses patients, par exemple, en position de soignant. Ça arrive. Quand on attend trop la réparation, parfois on peut avoir cette tentation. Certains psychologues, par exemple, ou psychiatres peuvent le faire, c'est très dangereux. Mais quand on fait ce travail, bien sûr, quand on fait ce métier, on fait un travail sur soi, mais on a tous, quand on est soignant ou dans le milieu social, on a tous un fantasme de réparation. On le met à profit et c'est un beau symptôme. Tant mieux si on peut aider les autres. Moi, ça a été terrible parce que j'ai arrêté de travailler dans la protection de l'enfance peu après le rendu du livre parce que je sentais que j'avais fait mon travail, que c'est bon, ma mère n'avait plus besoin d'être réparée. J'avais plus besoin d'aider d'autres enfants parce que j'avais pas pu, je le dis avec beaucoup d'émotion, vous voyez, aider ma mère. Et voilà, le chapitre était clos. Mais bien sûr, il y a un fantasme de réparation dans tous les métiers. Je vais me faire l'avocat du diable parce que c'est la question quand même qui vient. On parle de réparer, de choisir une voie thérapeutique, etc. L'enfance, les lieux de l'enfance sont aussi les lieux où on trouve les pervers, les gens qui vont au contraire qui ont vécu ça, mais qui vont être je dirais, des anges maléfiques. Comment vous expliquez qu'on penche d'un côté ou de l'autre? Est-ce que vous avez une idée ou une explication ou quelque chose? C'est redoutable puisque moi, j'ai toujours eu Ok, là, vous m'amenez sur un terrain glissant, mais je vais y aller en toute confiance. Je sais bien, oui, je sais. C'est le terrain le plus glissant, évidemment. Mais je vais vraiment peser mes mots parce que je sais dans quoi ça m'engage. Je pense que ma sœur, par exemple, n'a pas le même apaisement que moi et le même rapport aux autres que moi. Et je ne sais pas si j'utiliserai le terme de perversité, mais en tout cas une destructivité, une capacité à faire mal et peut-être même une jouissance à faire mal, elle l'a. Elle a fait énormément de mal aux personnes autour d'elle, énormément de mal, à moi le premier. Et pourtant, j'ai choisi une voie. Elle en a choisi une radicalement différente. Je consacre ma vie à essayer d'aider les autres. Je vais être terrible. Hein. Elle consacre la sienne à les détruire. Moi, j'ai eu la chance d'être aimé par des amis formidables, de rencontrer Dostoïevski, de rencontrer Michael Cunningham, de rencontrer de très belles personnes. Et plus tard, dans mon métier, voilà, Zazie, Julia Kristeva, des artistes, Eliette Abekassi, Sarah Chiche, Stéphanie Hochet, qui sais-je encore, des gens que j'admire. Elle n'a peut-être pas eu cette chance-là, mais j'ai trouvé et j'ai pu constituer pour moi ce qu'on ne m'avait pas donné. Peut-être que c'est là que se joue l'enjeu. Elle est restée à ce temps du manque, à ce temps de la carence. Peut-être aussi, mais là on rentrait sur quelque chose de psychanalytique, que quelque part, ma mère ne lui a pas permis de s'émanciper du rapport fusionnel qu'elles avaient.
alors que moi, si. Et c'est aussi ça qui m'a peut-être permis justement de bâtir ma propre identité. Moi, j'ai peut-être eu la chance, quelque part, de flotter au-dessus de leur folie partagée, qui, je crois, a conduit ma sœur à avoir cette espèce de vécu de nourrisson omnipotent, colérique. Voilà. Peut-être que c'est dans les premiers moments que se joue quelque chose autour de ce que vous nommez à juste titre la perversité. Je ne sais pas si je vous réponds, parce que bien sûr, je ne voudrais pas être trop psy, mais Tout à fait, parce que de toute façon… en tout cas, moi, j'ai trouvé d'autres manières de me réaliser dans la littérature, dans le soin, dans l'art, dans la beauté, dans la joie, que dans voilà, j'ai d'autres symptômes. Parce qu'un symptôme, une manière d'être, une perversion ou autre, c'est d'autres façons de colmater la brèche. Vous parlez des personnes perverses, soyons clairs, les personnes, je ne sais pas, je donne l'exemple, psychopathes ou pédophiles ou quoi, dans leurs symptômes, ils essayent bizarrement de réparer quelque chose de leur propre enfance. Ils le font extrêmement mal avec beaucoup de dégâts, mais c'est une tentative ce sont des tentatives glauques, protothérapeutiques, vous voyez. Et moi, j'en ai eu beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Mais c'est vrai, pourquoi le mal? Pourquoi le mal? C'est vraiment une question fondamentale. C'est une question fondamentale aussi quand on écrit ou quand on fait du cinéma. Enfin, ça occupe la scène romanesque. C'est celui qui bascule du côté de l'obscur, en fait. Hein. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que j'aime autant Dostoïevski, c'est que chaque livre de Dostoïevski, c'est qu'est-ce que la perversité, en fait, qu'est-ce que le mal? C'est une question qui m'a énormément hanté de bien des manières dans les livres, dans les essais que j'ai publiés. Vous voyez, quand je parle du malaise dans la civilisation, des fractures intergénérationnelles, je cherche ce qui ne va pas dans l'éloge indocile de la psychanalyse. Je parle beaucoup des perversions, etc. Même si, bon, ce mot, faut vraiment le garder pour certaines choses et pas le galvauder. Moi, c'est vraiment une question. Parce qu'en fait, je crois que je cherchais à comprendre la perversion familiale, en fait. Je cherchais à comprendre l'horreur de mes grands-parents, puisque ma mère n'en parlait pas. Comprendre aussi les violences dont j'avais été victime. En tout cas, c'était un travail vraiment d'archéologie. Mais oui, qu'est-ce que le mal? Je crois que c'est une des questions les plus fondamentales. Et c'est pour ça que le livre s'ouvre avec Dostoïevski. Et cette question des frères Karamazov, et voilà, innocent de village par sa mère et jouisseur par son père. Même si ce n'est pas cette citation que j'ai choisie. Et se termine avec Hannah Arendt qui dit qu'en fait, le mal n'est jamais radical, que seul le bien est radical. Qu'est-ce qu'on écrit après ça? Une question, ça me perturbe. Il faut tout écrire. Je me sens rassasié d'écriture pour le moment, vidé. J'ai l'impression d'avoir dit ce que j'avais à dire. Pour le moment, je crois que j'ai besoin de me nourrir et de lire plein de choses. Mais là, je ne me vois pas écrire. Là, je suis complètement dans ce moment où j'apprécie ce qui a été fait. Je pense depuis quelque temps à ce livre de John Fowles, L'Obsédé, qui est un des livres qui m'a mis, je pense aussi, la plus grande claque que j'ai pu avoir en littérature. Et je me sens j'ai un peu la même impression avec l'enfant thérapeute, c'est-à-dire d'un espèce de vertige terrible. Et là, il me faut du temps en fait de sédimentation, de me frotter un peu au monde, parce que là, je risquerais de faire des textes très artificiels en fait. J'ai cette petite tentation qui pointe à l'arrière de penser la question de ma sœur, voilà, et de ses folies et de son être au monde, mais c'est vraiment très 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 embryonnaire et peut-être que je partirai complètement sur autre chose. Un roman complet. Oui. Là pour l'instant, là, je suis bien dans le roman et dans le récit. Et j'ai pas la tentation. Je pourrais faire un livre sur ma thèse ou quelque chose, mais non. Alors, Sylvie demande si vous vous sentez rétabli, si l'art du soin vous a permis de donner du sens à votre histoire. Oui, bien sûr. Je me sens vraiment rétabli, je me sens solide. Là, j'ai passé les fêtes de Noël avec ma mère. Il y a des moments où je sais que rétrospectivement, quelques années en arrière, je peux vous assurer qu'il y aurait des discordes terribles. Et aujourd'hui, je vois que j'accueille tout ça vraiment avec beaucoup même d'humour. Bah oui, parce que vous partez en plus de ce Noël tragique. Voilà, exactement. D'où le lien avec ce dernier Noël. Donc oui, totalement rétabli. Bien sûr, il me reste des zones d'ombre. Bien sûr, il reste des fêlures dans ma psyché, comme tout être humain. On est des êtres de manque pour toujours. Mais oui, je me sens bien là. Il paraît que ce sont les vacances les plus pathologiques d'un être humain, Noël, parce qu'il se retrouve chez ses parents, à la même place, dans les mêmes trucs avec ses frères et sœurs. Chaque année, les journalistes m'interviewent sur le sujet parce que j'ai dû donner une interview il y a quelques années sur cette espèce de tabou familial. J'étais bien placé pour en parler, même si à cette époque, je ne disais pas du tout que j'étais concerné. Mais oui, on demande, alors, il peut y avoir aussi beaucoup de plaisir à être ensemble, mais on demande quand même de mettre sous le tapis toute la conflictualité humaine, tous les tabous, tous les dénis, de ne pas en parler.
Et Freud nous l'a bien montré, plus on réprime une pulsion, plus elle est cultivée. Donc, ça crée de vraies cocottes minutes qui parfois explosent, notamment à travers le prisme de certains sujets de société brûlants. Mais quand on parle de sujets de société brûlants à table, en réalité, on résout des choses plus anciennes et plus archaïques. Ah, et c'est pour ça que les tapis sont aussi hauts, je n'avais pas compris. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Alors, en ce moment, je lis les Moumines, figurez-vous. Ah, Je c'est l'ai chouette, je l'ai ça. pris. Vous connaissez? Ah ben évidemment. Oh. Alors, c'est un livre de littérature jeunesse, entre guillemets. Je ne sais pas si cette expression est toujours très pertinente. Je suis un passionné de pays scandinaves. Tove Johnson est finlandaise. Et chaque fois que je vais dans un pays, parce que vous le savez, après avoir lu L'Enfant thérapeute, moi j'ai un besoin de voyager immense. Et pour moi, c'est la plus belle des thérapies. Et chaque fois, il y a des objets moumines partout. Et je me suis dit, je vois toujours ces objets souvenirs partout. Je vais quand même m'intéresser au texte. Donc, j'ai commencé le premier, Moumine et le chapeau de magicien. Et c'est d'une drôlerie absolue avec ce rat musqué qu'il y a un livre sur l'inutilité de tout, ce papa Moumine qui se réjouit d'écrire son journal. Enfin, c'est très, très drôle. Et j'avais besoin, c'est très adulte, il y a vraiment une double lecture. On peut le lire, je pense, à un enfant, mais moi, j'y vois les névroses. Le personnage de l'Émule, c'est le personnage du névrosé obsessionnel par excellence. Je la trouve extrêmement fine dans son humour. Et après avoir écrit L'Enfant thérapeute, franchement, j'avais besoin de joie, j'avais besoin de quelque chose. Alors, j'ai essayé de lire Harry Potter. Je me suis dit, allez, ça va être chouette, ça va être de la magie, de l'illusion et quoi. Totalement raté, parce que bien sûr, la question de l'abandon, elle est omniprésente, la question de la perversion avec Voldemort, et voilà. Donc, les Moumines, ça me va très bien. Les Moumines, ça me va très bien. C'est parfait pour moi. Il y a eu un film, hein, Samuel, il y a eu un film. Et il y avait un dessin animé aussi. Ah, quand j'étais petit, je regardais un petit peu le dessin animé, c'est vrai. C'est vrai. Donc, les Moumines. Ce ne sera pas une référence adulte pour le coup, mais j'invite à le lire parce que moi, ça me fait un bien au moral. Après avoir traversé tous ces enfers, on revient au conte. Hein. C'est votre conseil de lecture, Samuel, ça? Oui. Ouais, c'est votre conseil de lecture, on va dire ça. Mon conseil de lecture? Alors, mon conseil de lecture, ce serait les livres que vous voyez là. Quand même, mon conseil de lecture, ça c'est ce que je lis, mais ce que je conseille le plus, ce sont ces ouvrages, parce que j'ai parlé du voyage, c'est toute la collection des Atlas hédonistes qui est sortie aux éditions du Chêne, que je trouve, ce sont des vrais guides de voyage, mais qui reviennent à une simplicité, à une poésie. Il n'est pas du tout question des gros sites touristiques, mais les photos sont belles, c'est bien écrit, c'est faire de petites découvertes précieuses, recherchées, pour renouer un peu avec ce temps lent, les rencontres. Oui, il y a une subtilité du voyage qui n'a pas échappé à cette collection. Et ce que je trouve avec ces livres, je les retrouve avec aucun autre. Donc, dans ces temps où quelque part les confinements n'étaient pas si loin que ça, c'était hier, j'ai l'impression, et qu'on rêve de voyager, de se voyager, ce sont les livres des éditions du Chêne que je recommande. Et pour vous faire une confidence, j'aimerais bien faire un livre avec eux un jour. Ah, Sur Kyoto, pourquoi pas? J'aimerais bien, s'ils nous écoutent. Alors, il y a Sylvie qui demande une dernière question et qui demande si pour vous l'écriture est un puissant autosupport thérapeutique. Je crois qu'on a un peu répondu tout à l'heure parce qu'on vous a demandé si ça vous avait réparé. C'est à manier avec douceur cette histoire de thérapie à travers le livre. Oui. Rien ne remplace une thérapie à proprement parler. Après, certains patients, en fait, écrivent leur histoire quand ils sont en thérapie. Et ça peut les inviter à écrire en dehors. J'ai beaucoup de patients que je reçois qui ont un carnet et voilà. C'est puissant au niveau de l'écriture. Il faut préciser que écrire et publier, ça n'est quand même pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Vous avez absolument raison de le dire. Et on n'a pas forcément besoin d'ailleurs de publier. Moi, il y a des choses on peut avoir ce plaisir aussi très, 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 très indépendant, de manière très autonome. Mais tout de même, là, j'insiste parce que gardons quand même chaque chose à leur place. Ce qu'on trouve en thérapie, on ne le trouve pas non plus On a besoin d'un autre qu'il n'y a pas en littérature. Quand on est dans un état de détresse important, dans un état de désêtre, de déshérence, on a parfois tout de même besoin d'un autre à qui adresser ces douleurs, ces désarrois qu'on n'a jamais pu adresser à qui que ce soit avant cette rencontre avec le psychologue, avec le psychanalyste. Donc d'un professionnel, je vais le rajouter. On a besoin d'un professionnel, je le rajoute. Un professionnel. Oh oui, à l'époque où les coachs autoproclamés fleurissent partout, vous avez raison, vérifiez bien les personnes que vous consultez sont inscrites
et au registre Adélie. Ça vous prémunit de bien des problèmes. Tout comme Un petit premier conseil écrit, santé c'est du pas jour. mal d'avoir un éditeur, un professionnel qui vous accompagne. Je te passe la main, Nathalie. Oui, en tout cas, alors, moi, mon conseil de lecture, c'est aller en librairie dès demain matin ou alors sur notre site, il y a un petit clic, vous serez redirigé vers une librairie indépendante de votre choix pour acheter L'Enfant Thérapeute qui est sorti aux éditions Plomb parce que vraiment, c'est à lire et à relire. Moi, je le relirai. Samuel, je vous referai un retour plus tard. Ça sera ma psychanalyse perso. Non, je plaisante. En tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on se retrouve mercredi, toujours avec votre éditeur, les éditions Plomb, où on reçoit Arnaud Rosan pour son nouveau roman qui s'appelle Mémoire de Maison Blanche. Samuel, je vous laisse le mot de la fin et puis je vous souhaite une belle continuité avec ce récit. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette sensibilité qui est la vôtre et la manière que vous avez eue d'explorer mon état fantôme et celui de ma mère aussi. Pour les personnes qui nous écoutent ce soir, voilà, je dis et redis que la personne que vous devez aimer en priorité, c'est vous-même. N'essayez pas de sauver qui que ce soit avant de vous être sauvé vous-même parce que vous n'y parviendrez pas, vous vous abîmerez. Mais voilà, voyagez-vous, voyagez votre esprit, écrivez-vous, mais surtout... voilà, préservez-vous, préservez-vous.